Avant de parler de la France dans le monde, un petit détour par Wall Street où depuis hier, c'était l'un des thèmes de l'émission hier, c'est donc introduit en bourse sur le marché Nasdaq Coinbase, qui est donc la principale plateforme de trading de crypto-monnaies dans le monde, avec une valorisation spectaculaire. On attendait les 100 milliards de dollars, finalement ils n'ont pas été atteints, enfin ils ont été atteints, dépassés, puis finalement ça s'est calmé dans la fin de journée, une valorisation autour de 85 milliards de dollars pour une boîte créée en 2012, c'est pas mal, a fortiori qu'une boîte qui prélève une commission, c'est juste un broker sur l'échange de crypto-monnaies dont certains se demandent encore si c'est quelque chose de bien réel. Cela dit, une fois que vous êtes coté en bourse, vous êtes entré dans l'économie réelle pour le coup, c'est un petit peu comme si le capitalisme avait réintégrer ce monde des cryptos et de la blockchain. En tout cas, c'est la première, c'est un élément qui est de nature à faire entrer encore plus dans le grand public ces questions de crypto-monnaie, de bitcoin et de blockchain. J'ai écrit là, en bas de l'écran, Coinbase, ça raconte quoi pour vous, Grégory, toute cette séquence. Alors encore une fois, c'est pas le fabricant de pelles, hein, mais c'est celui c'est de la ruée vers d'or. C'est celui qui permet de s'échanger. Voilà le nouvel, certains disent l'or de demain, hein, la nouvelle valeur refuge, pourquoi pas. Comment vous interprétez à la fois le fait que ce soit une valorisation incroyable, on parle quand même cette entreprise vaut quand même plus cher que les 3 banques françaises réunies pour son premier jour de cotation. Et qu'est-ce que ça dit sur l'avenir des crypto-devises de la blockchain ? Alors j'allais faire la même allusion que vous sur les revendeurs de pelles et les revendeurs de pioches, parce que le Bitcoin reste quand même assimilable à un actif qui est plutôt un actif de type matière première. Alors ce que ça raconte là-dessus, c'est qu'il vaut mieux être le revendeur plutôt que celui qui a la pelle et qui va chercher le Bitcoin. Mais au-delà de ça et au-delà de la seule question des crypto-monnaies, en fait, ça révèle surtout qu'on a tellement d'épargne dans le monde que le moindre petit objet de spéculation va devenir extrêmement utile pour toutes celles et tous ceux qui ont besoin de valoriser leur capital, parce que je vous rappelle que les taux d'intérêt sont négatifs sur la dette publique, qu'ils sont quasiment à zéro sur tout le reste, et que donc on vise sur quoi ? Excusez-moi, sur le plumage des poulets, c'est-à-dire sur les autres qui vont venir avec nous, et le but du jeu sera de sortir le premier. Et donc ça ressemble furieusement, encore une fois, à un jeu que Keynes a théorisé, qui est connu, c'est le chapitre 12 de sa théorie générale. C'est en gros le jeu du concours de beauté. Et donc le but du jeu est de trouver non pas celle qu'on trouve la plus jolie, mais celle dont on pense que les autres pensent qu'elle est la plus jolie. Et il se trouve que cette entreprise a l'air très très jolie pour l'ensemble de la communauté. Voilà. Alors, elle a quand même une particularité, cette entreprise, c'est qu'elle gagne de l'argent. Contrairement, ce sont des brokers, effectivement, donc, elle gagne de l'argent. Elle a une marge, elle gagne d'ailleurs, enfin en tout cas dernièrement, beaucoup d'argent. Tout ça, c'est le monde un peu de Wall Street, c'est le monde des États-Unis. On est totalement absent, l'Europe, et particulièrement sur la crypto. On n'est pas totalement absent sur la blockchain, mais bon, globalement, c'est quand même un monde qui se passe pas chez nous. Est-ce que, quel est votre regard ? Vous avez travaillé, on va en parler longuement, sur la France dans le monde, sur ce type d'opération, ce type d'événement, Frédéric ? D'abord sur les crypto-monnaies, parce que c'est encore une fois la question de la souveraineté des États. Donc quand il y a eu le projet de Facebook, de Mark Zuckerberg, de faire quelque chose qui au début devait s'appeler Libra, puis bon, a évolué avec ça, on a bien vu les réticences des États. Alors là, on est en plus dans une... Alors, je ne suis pas économiste du tout, donc je laisse mon collègue économiste qui, lui sait de quoi il parle sur ce sujet, moi beaucoup moins, mais du point de vue plus politique. On est dans une période déjà compliquée, où on ne sait déjà pas quels vont être les lendemains sur le plan économique. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que ce type d'introduction de monnaie nouvelle va être un facteur de modernisation et peut-être, pourquoi pas, permettant d'amortir un certain nombre de chocs, ou est-ce qu'au contraire, ça va contribuer à l'anarchie générale ? Ça, c'est une première question. L'autre question, c'est de savoir quels instruments les États peuvent garder pour contrôler tout ça. Ils devraient contrôler tout ça, parce que le Bitcoin, effectivement, on est passé de Coinbase au Bitcoin, mais c'est légitime. Le Bitcoin, c'est un projet politique, c'est un projet libertarien, enfin, je veux dire, de défiance vis-à-vis des États centraux, etc. Et donc, c'est volontairement assumé comme tel, au sens où ce serait plus moderne, précisément, d'avoir ces circuits financiers un peu parallèles qui ne sont pas contrôlés par les grands méchants d'État. Enfin, en tout cas, du point de vue de ses promoteurs. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi le fossé. Là encore, je regarde tout ça de loin
avec vraiment le regard du généraliste, souvent avec beaucoup de réserves, mais c'est le fossé entre l'innovation extrêmement rapide de ce type de moyens de paiement ou de transactions et autres, et d'épargne, Grégory le rappelait tout à l'heure, et en même temps l'extrême méfiance des consommateurs au bout de plus d'un an de crise sanitaire. C'est-à-dire qu'on a d'un côté des choses très nouvelles, mais alors pleines de risques. Il y a eu une histoire il n'y a pas très longtemps de quelqu'un qui a tout perdu d'un coup à la suite d'une fausse manip sur Internet parce qu'il se fait piéger par un site. Voilà, donc il y a quand même des nouveaux types de paiements, d'instruments, mais en réalité à haut risque et pour une petite élite quand même, sinon geek, en tout cas plus que geek, très très introduite dans ces questions-là. Et puis de l'autre, alors qu'on a les moyens de perdre un petit peu de leurs actifs. En tout cas, voilà, c'est des choses qu'il faut vraiment très bien connaître et savoir où on met les pieds. Et puis de l'autre, on a toute une population mondiale qui se demande ce qui va lui arriver, avec dans les pays un peu plus riches, une épargne qui gonfle parce qu'effectivement, avec le confinement, on a moins de possibilités de consommer aussi. Moi, c'est ce type de fossé qui m'intéresse, entre d'un côté des États un peu aux abois, de l'autre des populations, des opinions qui sont très très prudentes compte tenu du contexte, et puis des moyens d'innovation qui vont être forcément réservés à des petits groupes très précis. Une illustration supplémentaire de la fracture entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, de la fracture numérique, selon vous aussi, vous diriez dans cette direction, Grégory ? On est sur le Nasdaq, ce serait on ne demande pas à Mme Michu d'en acheter, vous avez raison. Mais bon, ce ne serait pas la première fois aussi qu'une entreprise est introduite sur le Nasdaq et quelques semaines plus tard s'effondre. Je veux dire, faut aussi prendre un peu de recul historique. Souvent, au moment des introductions, notamment sur le Nasdaq, on fait de l'entreprise en question le nouveau Google, très très souvent, notamment si c'est dans le secteur numérique. Attendons de voir. On ne va pas tirer des conclusions au bout de 24 heures, vous avez bien raison. En même temps, voilà. En revanche, le fondateur, il a récupéré 13 milliards de dollars. C'est déjà pour lui une bonne opération. Tant mieux pour lui. Allez, tout de suite, on revient au cœur de notre sujet dans l'émission ce soir. Le rôle, la place, l'influence de la France dans le monde.